Concernant déjà le volet diplomatique, j'aimerais faire remarquer deux choses. Primo, que les gens attribuent cela au fait que notre pays soit à nouveau fréquentable, sorti de l'autarcie. Vous savez, les gens aiment bien les concepts dans ce pays. Segundo, les gens expliquent la ruée vers notre pays, n'est-ce pas, comme étant la résultante d'une diplomatie proactive et avant-gardiste du régime de Kinshasa, ce qui n'est totalement pas faux. Néanmoins, l'on parle très peu de ce que notre Congo gagne dans tout ça. Parce que généralement, et vous devez le savoir, celui qui vous visite connaît le mobile de sa venue. Et très souvent, c'est à ses propres intérêts promus. Il nous appartient à nous qui sommes tant sollicités de faire justement, d'avoir la nécessité de cette double analyse. La première, celle des véritables intentions de ceux qui viennent, mais également des dividendes réels que nous pouvons tirer de tout cela. Lors de mes consultations, je partage très souvent cette réflexion de Gaston Boutoul, qui stipule que la tendance naturelle de l'esprit humain est de croire avant de savoir. Et je pense que nous devons éviter cela. Prenons la SADC, qui déjà souffre d'une ingénierie décisionnelle multipolaire, avec le sommet des chefs d'État et de gouvernement, organe suprême de l'organisation, etc., suivi de la Troïka tournante qui gère l'organe pour la politique, la défense et la sécurité. Vous avez le Conseil des ministres de la SADC, vous avez les comités ministériels intégrés, vous avez le secrétariat et ensuite les comités nationaux, n'est-ce pas? Idem pour la CEAC, qui est chapeautée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Ensuite, vous avez le Conseil des ministres, vous avez le secrétariat général, vous avez la commission consultative et vous avez les comités techniques spécialisés. Donc, je vous dis déjà que diriger ces organisations, en fait, n'est pas synonyme de pouvoir absolu. Entendez le pouvoir comme cet ascendant hiérarchique vous permettant de dicter quasi robotiquement vos vues aux autres. Ça ne se passe pas comme ça. Et donc, en réfléchissant, n'est-ce pas, à fond, évidemment, il est possible que ça nous ouvre une brèche en termes d'influence, que j'explique comme étant un ensemble d'effets inducteurs que nous pouvons produire sur les autres par l'actionnage de certains leviers, tels que ça peut être l'argent, les négociations, les pressions quelquefois, et pourquoi pas même les menaces à un moment donné, avec pour but soit d'infléchir ou de rallier nos interlocuteurs. Donc ça, c'est mon point de vue. Et concernant l'adhésion à l'EEAC, tenez, il va falloir beaucoup d'intelligence pour arriver à tirer notre épingle du jeu, parce que vous avez un ratio à l'exportation qui est de 941 millions de dollars en 2019 des États de l'organisation vers la RDC, contre moins de 50 millions pour la RDC vers ces États. Et avec notre adhésion en 2022, la récente, de sérieuses études ont été faites et elles font état de la possibilité d'un accroissement de l'ordre de plus de 240 millions de dollars supplémentaires de ce même volume, toujours en faveur des États de l'organisation. Donc, je pense, et ça c'est ce qui a été assez choquant, parce que nous avons vu le centre de recherche sur les politiques économiques, qui est un think tank basé en Ouganda, qui a clairement expliqué comment est-ce que le Rwanda et l'Ouganda seraient les principaux bénéficiaires de cette adhésion de la RDC compte tenu de leur proximité géographique avec nous. Évidemment, il n'y a pas à paniquer, il y a des paradigmes que nous pouvons
proposé, n'est-ce pas, inventé pour juguler cela, et je pense que je les transmettrai à qui de droit. Déjà, pour arriver à comprendre ce qui nous arrive, il faut premièrement faire un décryptage notionnel et définitionnel des concepts que nous énonçons, quelquefois abusivement, malheureusement, c'est-à-dire arriver à déterminer clairement ce qui se passe. Sommes-nous agressés, victimes de terrorisme, menacés de balkanisation, en guerre, visés par un complot international, pillés par les voisins, les multinationales, etc. C'est-à-dire clairement le circonscrire. Et si nous sommes pillés, visés ou en guerre, attaqués, c'est par qui exactement? Les Occidentaux, les États de la sous-région, si ce sont les multinationales, lesquelles précisément? Eh bien, la plupart d'entre nous répondons par le syllogisme suivant. Ce sont les multinationales qui instrumentalisent leurs États, qui à leur tour utilisent certains États de la sous-région, ayant pour bras séculiers les groupes armés ou quelquefois même leurs propres troupes. Eh bien, c'est un postulat qui me paraît vraisemblablement correct sur plusieurs points. Seulement, ce que nous énonçons là nous renseigne en fait sur le pourquoi, le comment et par qui nous sommes attaqués. J'appelle ça les aspects exogènes de la guerre. À ne pas confondre avec les causes exogènes de la guerre, c'est strictement autre chose. Alors, ces aspects exogènes, donc, ils sont déjà connus parce que nous les citons et nous en parlons. Néanmoins, je pense que nous réfléchissons très peu par contre sur les aspects endogènes de la guerre. J'aimerais bien me faire comprendre, je parle bien des aspects exogènes et endogènes de la guerre, pas des causes. J'aimerais être bien compris, les causes c'est autre chose et on pourra en parler. Donc, par aspect endogène de la guerre, qu'est-ce que j'entends? Eh bien, j'entends les facteurs favorisants internes de la guerre. Autrement dit, nos failles intrinsèques, systémiquement et systématiquement utilisées par nos ennemis pour nous détruire. Je pense que nous devrions réfléchir beaucoup plus sur cela. C'est très important. Nous revendiquons à corps et à cri que nous sommes agressés pour nos richesses, ce qui n'est pas totalement faux d'ailleurs. Seulement, j'aimerais vous faire remarquer que nous ne sommes pas le seul pays au monde à avoir des richesses. Il y a même certaines théories qui naissent faisant état de la possibilité, n'est-ce pas, pour nous d'être le pays le plus riche au monde. Ils disent que certes les autres États sont riches mais pas aussi riches que nous, etc. Et ça va dans tous les sens. Mais observez les États-Unis, le Venezuela, l'Afrique du Sud, la Russie et j'en passe. Sont-ils agressés pour leur richesse? Non. Vous savez, je me suis longtemps posé la question de savoir pourquoi ces pays sont riches mais en paix. Et ici, là, nous parlons bien des richesses minérales. Et le Congo, non. Et avec eux, on veut traiter en partenaire et c'est au Congo qu'on veut piller. Mais finalement, la réponse, elle est simple. Écoutez, si vous étiez par exemple promoteur d'une banque, quelle aurait été l'une des principales affectations que vous auriez faites, d'abord en termes d'investissement et même plus tard en termes de charges?
n'est-ce pas la sécurité? Promenez-vous en ville la nuit et observez les magasins, les boutiques. Ils sont tous hermétiquement fermés et gardés. Pourquoi? Eh bien parce qu'on sait que les voleurs existent. Je suis offusqué d'entendre à longueur de journée les gens se plaindre du fait que nous soyons agressés pour nos mines, etc. Mais attendez, ce n'est pas un fait nouveau. Lisez l'histoire des nations. Il en a toujours été ainsi depuis des temps immémoriaux. Et si nous ne faisons pas attention demain, on nous agressera pour nos eaux, pour nos forêts, et pourquoi pas même pour notre culture. Vous devez savoir, monsieur, que la Société des Nations actuelle est la pire des pétaudières. Croyez-moi. Donc, j'aimerais que vous reteniez ceci. Que si la communauté internationale a opté de nous piller plutôt que de traiter à égal avec nous, eh bien, c'est parce qu'elle est parvenue à la conclusion de notre faiblesse. Nous ne sommes pas agressés d'abord parce que nous sommes riches, mais premièrement parce que nous sommes faibles. Et concernant même nos faiblesses, je pense qu'il y a beaucoup de choses à éclaircir, eu égard à tous les amalgames qui se font actuellement là-dessus. Oui, parce que beaucoup de gens ne parlent que des sous-effectifs et du sous-équipement de notre armée. Certains vont même plus loin à parler de déloyauté, de démotivation, de déloyauté évidemment faisant référence à la traîtrise et aux infiltrations, etc. Je veux bien. Seulement, l'une de nos plus grandes faiblesses, monsieur, qui malheureusement reste encore insoupçonnée à ce jour, savez-vous c'est laquelle? C'est notre incapacité à pouvoir riposter en tant que peuple. Vous savez, toute armée, quoique mal équipée comme on pourrait le dire, puise et tire toute sa pugnacité en puisant dans le foisonnement des énergies collectives. Croyez-moi, c'est comme ça que ça se passe. Pour y remédier déjà, évidemment, je vous le dis sincèrement, ça passe par ce que j'appelle la conscience nationale des enjeux de la guerre. Eh bien, par conscience nationale des enjeux de la guerre, j'entends, n'est-ce pas, l'homogénéisation. C'est-à-dire l'homogénéisation, c'est-à-dire le fait de rendre homogène le point de vue de l'ensemble de notre population au sujet de la guerre. Vous êtes de la presse, je vous défie de prendre votre micro et de sillonner la République. Interroger 100 Congolais, je pense que vous n'aurez pas moins de 20 versions différentes au sujet de la guerre, avec probablement des théories, les unes tout aussi erronées que les autres. Je ne sais pas, il se peut que je me trompe, et dans ce cas-là, que les anthropologues et les sociologues me corrigent. Mais j'ai toujours subdivisé la RDC en 6 principaux groupes d'opinion sur la guerre. Il y a les gouvernants, les opposants, le peuple, c'est-à-dire avec toutes ses classes sociales et ses réalités sociétales intégrées. Vous avez les étrangers vivant sur notre sol. À eux, vous pouvez ajouter les chancelleries, la MONUSCO et tout ce que vous voulez. Et aussi les victimes directement touchées par la guerre, c'est-à-dire celles habitant les zones insécurisées. Et vous avez les étrangers en séjour temporaire sur notre sol ou ceux récemment arrivés. Vous pouvez y ajouter les touristes, etc. Parce que, évidemment, en arrivant, ils ont une certaine opinion de la guerre, laquelle se modifie au contact d'autres opinions qu'ils rencontrent ici. Donc, en interrogeant avec dextérité ces différents groupes,
vous vous rendrez compte qu'il s'agit de la même guerre, mais comprise et vécue différemment par chacun d'eux. D'où la nécessité, comme je le disais tout à l'heure, d'uniformiser, d'harmoniser les vues de tous les Congolais afin de parvenir à la cristallisation d'une perception fondamentalement congolaise de la nature et des enjeux de la guerre. C'est très important. Parce que c'est cette unité d'esprit qui permettra à ce que nous modifions la perception de la guerre que les étrangers ici ont, et ça pourra faire évoluer les choses. Beaucoup n'ont pas encore compris que l'enjeu dans cette guerre est l'existence même de notre pays. Il faudrait que tous les politiciens, tous bords confondus, ouvrent l'œil et le bon. Parce que dans cette guerre, le pronostic vital de notre pays est engagé. Il risque de disparaître. Et beaucoup se trompent à penser que ce qui se passe à l'Est est à des années-lumière d'ici et que ça ne risque pas de frapper à nos portes. Seulement, j'aimerais vous faire comprendre que depuis ce que nous appelons affectueusement le Grand Katanga, jusqu'à l'ancienne province orientale, se concentrent bon nombre de minéraux du présent et du futur pour le monde. Et si un jour, monsieur, nous sommes amputés de cette partie de notre territoire, nous en comprendrons l'importance. Ou si, à contrario, nous nous battons et nous investissons à y rétablir la paix, la sécurité et la stabilité, vous assisterez au développement intégral de notre pays, et je vous rassure, avec tous les corollaires sociaux y afférents. Vous savez, j'ai toujours conseillé lors de mes consultations, parce que c'est une réflexion que j'ai produite et que je partage un peu à tout va, c'est la suivante. L'homme sage est celui qui a le réflexe de choisir ses batailles toujours en fonction des enjeux et jamais des défis. C'est très important. Raison pour laquelle je demande à l'opposition d'arrêter d'utiliser les affres de la guerre pour mettre en lumière ce qu'ils qualifient d'incapacité du pouvoir à rétablir la paix à l'Est. Au pouvoir, je demande de continuer à se battre et bien entendu de renforcer nos forces de défense qui abattent un travail olympien malgré les circonstances. Et au peuple de Kinshasa et d'ailleurs dans le pays, de nous organiser, de nous lever, nous battre afin de réserver une résistance plus farouche et plus efficace à cette guerre injuste qui nous est imposée. Vous savez déjà, la communauté internationale qui, selon beaucoup... Ce sont les mêmes qui nous ont donné l'embargo. Justement, selon beaucoup, pêcheraient... Et ils viennent aujourd'hui pour nous aider. Pêcheraient, comme vous le dites, par une duplicité exécrable. Donc, je paraphrase en disant que se fier à leur prise de position ne serait que pure consommation chimérique. Excusez-moi du peu. Okay. Que voulez-vous dire par là? Chimérique, c'est un simple exemple. Le roi Philippe est passé par ici. C'est preuve aussi de leur bonne volonté à vouloir nous aider. C'est justement cette duplicité qui est décriée. L'on dit des choses qu'on ne fait pas et on fait des choses qu'on ne dit pas. Voilà ce que nous reprochons à cette communauté internationale. En fait. Vous savez, vous ne devriez pas me poser la question de cette façon parce que, vu sous cet angle-là, il me serait périlleux de vous répondre. La question devrait plutôt être celle de savoir quel est le plus grand perdant
dans cette guerre, c'est toujours par ordre décroissant, toujours. Ne l'oubliez jamais. Je comprends un peu l'idée manichéiste et même confrontationnelle que vous faites de la guerre, mais retenez qu'il y a dans les formes actuelles de conflictualité un cynisme si complexe que la notion de victoire et défaite n'obéit plus forcément à la logique du gain et de la perte. C'est un peu plus compliqué que ça. Vous savez, j'ai toujours dit, tout le temps, que, et à qui veut l'entendre, le volet éclectique de la guerre reste son côté le plus sombre. Et bien pourquoi? Parce que sa gestion requiert un sens élevé de conscience et même de solidarité. De conscience parce qu'il faut être capable de se surpasser au point de lier son destin personnel à celui de son pays. De solidarité pour être capable de comprendre que quand on est une nation, monsieur, eh bien, il n'y a pas de victimes directement ou indirectement touchées par la guerre. Quand un est touché, nous sommes tous touchés. Parce qu'il suffit d'un peu d'égoïsme seulement pour ne pas se sentir totalement perdant dans une guerre. Peu importe l'issue des hostilités ou de quel côté du belligérant on se trouve, ou même qu'on soit co-belligérant. Et je peux vous le démontrer par le tableau suivant. Admettons, par exemple, qu'à l'issue de la guerre, l'on remporte la victoire. Eh bien, le pouvoir peut s'en targuer le mérite et réclamer pour cela d'autres mandats au peuple. Ou, en cas de défaite, maintenant, c'est-à-dire l'autre verbe, eh bien, les opposants peuvent clamer et dire tout haut, ils n'ont pas réussi à rétablir la paix et la sécurité, élisez-nous, nous y parviendrons. Les militaires pourraient dire, nous avons combattu courageusement, etc., en cas de victoire, et il nous faut toute la reconnaissance de la nation et tout ce que cela implique, ce qui est normal. Et je suis tout à fait d'accord avec eux, c'est leur droit le plus légitime. Mais vous entendrez certains militaires véreux dire que mais maintenant qu'on a mis fin à la guerre, comment allons-nous faire avec nos petites affaires de vente illicite de minerais et de contrebande, etc. Là, tristement, célèbre MONUSCO pourrait dire plus de job, donc plus de financement. Et je peux vous surprendre, même les pays fournisseurs d'armes pourraient dire que déjà, qu'en temps de paix, on ne vend pas beaucoup. Et pour la RDC, s'il faut lever toutes les nuances de la résolution 2582 qui nous oblige à notifier le comité des sanctions avant de les approvisionner, n'est-ce pas? Les fameux paragraphes 1 à 6, cela veut dire plus de gymnastique de contournement pour la RDC. Donc, elle va acheter au prix réel, c'est-à-dire à moins cher. Vous savez, ne cherchez vraiment jamais à savoir qui gagne quoi dans une guerre. Ça dépend de la bonne ou de la mauvaise foi de chacun. Si on doit être pragmatique, tout le monde sait, après analyse, c'est le Rwanda qui est derrière le M23 à cause du coltan. Un simple exemple de minerai. Donc, si la guerre devait profiter à quelqu'un, c'est le Rwanda, ne pensez-vous pas? Je vous l'ai dit, et vous serez surpris, les véritables perdants, tenez à l'esprit que c'est toujours par ordre décroissant, les véritables perdants de cette guerre, mon ami, ce sont des citoyens dont nous ne connaîtrons peut-être jamais ni le nom, ni le visage, encore moins la nature ou la hauteur de la perte. Pour les uns, ça sera leur propre vie, pour les autres, leurs proches, ou encore leur biodiversité, et certains, au-delà, leur propre âme. Et je pense que c'est à eux que vous devrez d'abord penser,
à chaque fois que vous vous posez cette question. Premièrement, d'abord, passez-moi le pléonasme, enclencher un système d'éveil des consciences de tous les Congolais. Ça, c'est la première piste. Et secondo, arriver à rallier l'opinion publique internationale qui est à ne pas confondre avec la communauté internationale. Vous savez, lorsque vous vous battez contre plus fort que vous, il faut non seulement frapper fort, mais surtout frapper juste, c'est-à-dire cibler les points vitaux. C'est ce qu'on appelle en gestion la recherche de l'efficience, qui est à ne pas confondre avec l'efficacité, bien évidemment. Et dans notre contexte, le point faible de ces gouvernements occidentaux qui nous font la guerre reste leurs opinions publiques. Tout gouvernement occidental ploie face à son opinion publique. Et juste une parenthèse, pour arriver à émouvoir l'opinion publique internationale, il y a des techniques spécifiques de pénétration. Et ça s'organise dans des labos conceptuels. Pas comme vous le pensez là. Et quelquefois, l'utilisation de ces techniques va jusqu'à l'utilisation de certains instruments humains. Vous savez, j'ai toujours dit, n'est-ce pas, et une de mes nombreuses réflexions que je partage avec ceux qui viennent en consultation. Avant de prétendre inventer, il faut se rassurer d'avoir fait un correct inventaire. Observez les causes du peuple noir, le processus d'indépendance de notre pays. Quand en 1908, ont commencé les révélations de la presse internationale et même des missionnaires sur les atrocités perpétrées sur notre sol par Léopold II, c'est ce qui a conduit à ce qu'il céda l'État indépendant du Congo de l'époque à la Belgique. Et le reste, c'est de l'histoire, on la connaît, jusqu'à son aboutissement en 1960. Le processus d'abolition de l'esclavage en Jamaïque, quand a commencé la sensibilisation de l'opinion britannique par le parlementaire abolitionniste blanc du nom de William Wilberforce, cela a conduit. Écoutez, vous savez, j'ai toujours dit, répétez d'ailleurs, qu'avant de prétendre inventer, il faut se rassurer d'avoir fait un correct inventaire. Observez les causes du peuple noir. Écoutez, une des réflexions produites et que j'ai souvent partagées avec ceux qui me consultent, évidemment, j'ai toujours dit, très souvent, avant de prétendre inventer, il faut se rassurer d'avoir fait un correct inventaire. Observez les causes récentes du peuple noir, le processus de l'indépendance de notre pays. Quand en 1908 ont commencé les révélations de la presse internationale et même des missionnaires sur les atrocités perpétrées par Léopold II sur notre sol, cela a conduit à ce qu'il céda, n'est-ce pas, l'État indépendant du Congo à la Belgique. Et le reste, c'est de l'histoire, on la connaît, jusqu'en 1960. L'abolition de l'esclavage en Jamaïque, quand
a commencé la sensibilisation de l'opinion britannique par le parlementaire abolitionniste blanc d'ailleurs, du nom de William Wilberforce. Et bien cela a conduit à la signature du British Emancipation Act en 1834. Prenez le mouvement des droits civiques aux États-Unis, tout récemment, qui, selon ce que l'on en sait, aurait coûté sa vie à John Fitzgerald Kennedy. Eh bien, on conduit à la signature du Civil Rights Act en 1964. Et même, tout récemment encore, le processus référendaire ayant abouti à l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud en mars 92. Ça vous dit quoi? En observant toutes ces batailles du peuple noir, vous vous rendrez compte que les autochtones et même les victimes avaient combattu, s'étaient même soulevés, etc. Néanmoins, ces luttes ont connu un tournant déterminant quand la terre entière s'est liguée pour dire non. Et vous, la presse, avez un rôle capital à jouer en cela. Je pense que là encore, on fait une dommageable confusion entre médiatisation de la guerre et guerre médiatique. Certes, la médiatisation de la guerre fait partie de la guerre médiatique, mais toute médiatisation de la guerre n'est pas une guerre médiatique, mon cher ami. Voilà encore notre grand problème. Avec quels éléments de langage? Avec quels éléments de langage? Je vous dis d'emblée que tout cela est contre-productif parce que ces gouvernants occidentaux font passer cela pour de la barbarie africaine. C'est compris comme ça, c'est-à-dire des sauvages noirs qui se violent et se découpent à la machette en pleine journée et à ciel ouvert. Qu'est-ce que vous pouvez espérer avec ça? Admettons par l'absurde que nous étions dans cette guerre. Quelles sont les cibles et quels objectifs nous poursuivons? Vous savez, il y a une seule photo, celle du petit Alan Kurdi, le Kurde de 3 ans qui s'était échoué au large des côtes turques. Eh bien, cette seule photo, postée dans un contexte polémologique savamment pensé, a suffi pour que les pays européens ouvrent leurs frontières aux migrants syriens. Voilà. Et pour d'autres pistes de solutions, je ne saurais les étaler ici, compte tenu de leur sensibilité. C'est la télévision. Monsieur, en fait, je pense sincèrement que le chef de l'État et même l'ensemble de la population congolaise sont occupés à plus important que ça. Non. Vous n'avez rien à dire? Je pense que j'ai répondu. Wait and see. Juste cela? Yeah. Vous, en tant que politicien, analyste politique, vu le climat politique actuel, le tout dernier scandale, ne vous direz pas que, disons, le régime actuel devrait vraiment passer en 2023? Parce qu'avec l'affaire 21 000 $,
des députés. Ouais, Pendant que le peuple souffre, c'était la rentrée déjà, les parents sont en train de pleurer. wait and see. À titre de mot de la fin, c'est premièrement vous remercier pour votre disponibilité et ça a été un plaisir, n'est-ce pas, d'échanger avec Interface Média. Et bien entendu, ce mot particulier va à nos forces de défense, nos vaillantes FARDC, qui, de concert évidemment avec les services d'intelligence, abattent un travail titanesque, nonobstant l'environnement délétère actuel. Nous sentons qu'il y a forte volonté à maintenir les proportions de notre territoire national et évidemment garantir la paix, la stabilité et la sécurité. Et tout cela avec le commandant suprême. Force à vous. Merci.